Il faut qu'on parle de Lewis Hamilton. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Très heureux de vous retrouver pour une vidéo un petit peu plus spéciale. Il n'y a pas de Grand Prix cette semaine et généralement quand il n'y a pas de Grand Prix, eh bien j'ai le temps forcément de pouvoir parler d'autres sujets. Et là j'avais vraiment envie de revenir sur un pilote en particulier. Un pilote qu'on n'imaginait pas dans cette situation avant ce début de saison, un pilote sur lequel on avait énormément d'espoir, on parlait même d'un 8e titre, et pourtant c'est beaucoup plus compliqué cette saison. Je parle bien sûr de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui a rejoint Ferrari en 2025. Désormais, nous sommes à 9 Grands Prix. La situation commence à devenir de plus en plus délicate et il faut bien sûr que je vous en parle. C'est un sujet que je n'ai pas eu le temps d'évoquer parce que les Grands Prix s'enchaînent et généralement même dans mes previews, eh bien à chaque fois je vous donne un petit mot sur chacune des écuries et notamment Ferrari puisque c'est l'une des écuries que je développe le plus. Mais là, j'ai vraiment envie de revenir sur le septuple champion du monde. Pourquoi est-il autant en difficulté? Pourquoi il y a une différence entre lui et Charles Leclerc? Pourquoi sa voiture ne lui permet pas de performer au maximum? On va revenir sur tout cela et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez une meilleure compréhension des lacunes, des difficultés de Lewis Hamilton. Mais bon, avant tout ça, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, laissez-moi vous parler du partenaire officiel de cette vidéo. C'est un outil qui va vous être indispensable pour éviter des dépenses inutiles sur votre voiture. Laissez-moi vous parler de Carly. On va pas se mentir, de temps en temps, quand on rentre dans notre voiture et qu'on voit un voyant s'allumer, eh bien... généralement, on a une très mauvaise réaction. Ouais, parce que tu sais très bien que tu vas payer très cher pour enlever ce voyant. Et c'est là que Carly rentre en jeu. Carly est tout simplement un boîtier de lecture et d'écriture pour tous les calculateurs de votre voiture. Ce petit boîtier va être directement branché à la prise OBD de la voiture. Une fois connecté, il va analyser les différents calculateurs et remonter toutes les erreurs, même celles qui ne s'affichent pas sur le tableau de bord. Moi, quand je l'ai testé, je prends tout de même bien soin de ma voiture, il n'y avait pas de voyant sur le tableau de bord, et pourtant, Carly m'a trouvé des erreurs qui se cachaient sous le capot, tout simplement. Et ce sont des erreurs d'ailleurs qu'on peut effacer très rapidement avec l'application directement. Alors moi, heureusement, j'ai pu souffler à ce moment-là, mais si vous avez une panne, avec Carly et après l'identification de la panne, vous pourrez cliquer sur le code défaut dans la partie Smart Mécanique. Smart Mécanique, c'est un peu l'assistance virtuelle de l'application, c'est un peu le Adrian Newey, on va dire, de l'application, puisque c'est cette section qui va vous dire eh bien, exactement tout ce qu'il va falloir corriger. Il suffit de cliquer sur le code défaut et il va tout vous donner en détail, les coûts de réparation, les risques à long terme, etc. Là, je vous parle des grosses pannes, mais généralement pour les petits trucs, enfin pour les petites alertes, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Une fois le diagnostic effectué, vous mettez juste résoudre les problèmes et ces erreurs vont s'effacer automatiquement. Et mis à part cela, il y a bien sûr d'autres fonctionnalités avec Carly qui ne sont pas du tout négligeables, comme le fait de pouvoir débloquer pas mal d'options cachées dans votre voiture, comme par exemple personnaliser le tableau de bord ou même de connaître le kilométrage exact d'une voiture, que ça soit la vôtre ou même une voiture que vous voulez acheter d'occasion par exemple. En tout cas les amis, si vous êtes intéressés par Carly, je vous invite à vous rendre dans la description ou en commentaire épinglé et à passer tout simplement par le lien. Si vous passez par ce lien et que vous tapez le code RAMIF1, vous obtiendrez 15% de réduction. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je remercie encore une fois Carly pour leur confiance et on est reparti pour la vidéo. Donc on est parti pour cette analyse. Tout d'abord, on se remet très brièvement dans le contexte. Il faut savoir, et surtout il ne faut pas oublier, que Lewis Hamilton est arrivé chez Ferrari dans une période un petit peu délicate. Déjà, ça c'est le premier problème qu'on peut évoquer. Il est arrivé entre deux réglementations. Son transfert avait été annoncé en 2024. Il avait énormément d'espoir sur la première saison de Lewis Hamilton, mais la réalité est que Ferrari, oui, Ferrari est une équipe qui n'a plus gagné depuis quand même pas mal de temps. Quand je parle de gagner, je ne parle pas de victoire, je parle bien sûr de championnat pilote, je parle bien sûr de championnat constructeur. Le dernier championnat pilote remonte à Kimi Raikkonen, juste pour vous dire à quel point c'est extrêmement lointain. Donc certes, on pouvait avoir certains espoirs, et d'ailleurs même quand son transfert a été annoncé, on avait des étoiles dans les yeux, on se disait que c'était peut-être exactement ce qu'il manquait à la Scuderia pour passer un cap. Malheureusement pour Lewis Hamilton, et c'est le premier problème que je vais évoquer, et c'est une bonne chose et en même temps une mauvaise chose, c'est que selon moi, il n'est pas arrivé au bon moment. Là où c'est une bonne chose, c'est qu'il arrive en 2025 entre deux réglementations, donc il a le temps de pouvoir au moins s'adapter à l'écurie, puisque oui, hein, en 2026, on passe à une toute nouvelle réglementation et il faut mieux prendre les bases un an avant d'arriver sur cette nouvelle réglementation. Mais en même temps, là où c'est une très mauvaise chose, c'est que en fait, Ferrari est à peu près dans la même situation que Mercedes. Et c'est d'ailleurs pour cela que je ne comprends pas les personnes qui nous disent « Oui, mais pourquoi Lewis Hamilton a quitté Mercedes ?» Je comprends pas. Mercedes, ils sont pas non plus deuxième ou premier au championnat constructeur à l'heure actuelle.
Certes, la Mercedes a l'air un petit peu mieux que la Ferrari pour le moment. Il y a juste la fiabilité ces derniers temps qui fait perdre énormément de points aux pilotes, mais Ferrari n'est pas si loin. Donc cette question de pourquoi Lewis est parti ne me semble pas nécessaire. Donc ça, c'est déjà le premier problème que j'ai envie de mettre en évidence. La période. Lewis Hamilton, pour moi, n'est peut-être pas arrivé dans la bonne période. Il est arrivé dans une écurie qui est certes connue comme la plus grande écurie de l'histoire de la F1, mais il n'est probablement pas arrivé au bon moment. Et c'est pour cela que moi, j'ai tendance à dire à chaque fois que si on compare Leclerc et Lewis Hamilton, on va le faire juste après, mais si on compare Leclerc et Lewis Hamilton, Leclerc, lui, vit dans le présent, Lewis Hamilton, lui, vit dans le futur. Lewis Hamilton, lui, c'est 2026 qui l'intéresse, ce n'est sûrement pas 2025. Bon, il pouvait peut-être espérer certaines choses en 2025, mais je vous le dis et je le répète, si Lewis Hamilton aujourd'hui a signé chez Ferrari, ce n'est pas une question d'image, ce n'est pas une question médiatique, ce n'est pas une question financière, c'est bien sûr une question d'avenir. Donc maintenant que ceci est dit, parlons du plus gros problème de Lewis Hamilton dans ce début de saison. Je parle bien sûr de la SF25. Une SF25 qui, je le rappelle, est différente à 99% de la SF24. Et je rappelle encore une fois que la SF24 était différente à 95% que la voiture de 2023. Donc Ferrari, au niveau des changements, chaque année, ça y va. Et forcément, on pouvait tous se poser la question, pourquoi Ferrari a changé de concept alors qu'en 2024, ça avait l'air de plutôt bien fonctionner. C'est d'ailleurs une question assez récurrente dans les commentaires. Généralement, beaucoup de personnes se posent la question, oui, mais la Ferrari a fonctionné bien en 2024, pourquoi on la change en 2025? Eh bien, c'est tout simple. C'est que Ferrari, en 2024, ils ont senti, et certainement à juste titre, qu'il y avait une certaine limite dans le concept de 2024. C'est pour cela que ce changement de 2025 était nécessaire. Un changement, surtout au niveau mécanique majeur. On peut citer les suspensions avant pull rod, donc les suspensions attirantes. Des suspensions généralement qui vont être un petit peu plus basses, qui vont te permettre d'avoir la meilleure stabilité possible dans les virages et qui vont avoir tout de même un impact aérodynamique non négligeable et qui vont également permettre d'abaisser un petit peu plus ta hauteur de caisse. Et c'est là où on en arrive au plus gros problème de cette SF25, c'est bien sûr la hauteur de caisse. Je ne cesse et ne cesse de le dire, mais Ferrari a un énorme problème à ce niveau-là. Je ne pense pas que ce problème de hauteur de caisse vient forcément du changement de suspension de cette année. Ça peut venir de plein d'autres choses, hein, comme par exemple le fond plat. On a pu le voir d'ailleurs, le fond plat de cette SF25. Un fond plat qui est extrêmement sculpté, un fond plat qui va bien sûr maximiser l'appui, qui va maximiser l'effet de sol, mais un fond plat également qu'il faut savoir contrôler. C'est très important de savoir contrôler ce genre de fond plat très agressif, et c'est peut-être ce que Ferrari n'arrive pas à faire, ou peut-être que le problème vient également des suspensions arrière. Peut-être qu'on s'est un petit peu trop focalisé sur les suspensions avant, on en a peut-être oublié les suspensions arrière. Eh bien Ferrari, lors des prochaines semaines, je rappelle que je tourne cette vidéo juste avant le Grand Prix du Canada, mais lors des prochaines semaines en Autriche, on devrait voir un nouveau fond plat, à Silverstone, on devrait voir de nouvelles suspensions arrière. Ferrari essaye de tout faire pour régler ce problème de hauteur de caisse. Pas la peine de vous le dire, hein, mais rouler avec une hauteur de caisse bien trop haute va te donner une instabilité qui ne sera pas négligeable. Et là, c'est l'arrière, c'est le train arrière de cette Ferrari qui est touché, puisque Ferrari, en essayant d'économiser le fond plat, est obligé d'augmenter la hauteur de caisse, ce qui pose bien sûr un énorme problème aux pilotes. Et quand on sait que Lewis Hamilton aime bien avoir une voiture stable à l'arrière, et bien tout de suite ça devient un nouveau problème. Maintenant qu'on a vu les lacunes de la SF25, laissez-moi vous parler un petit peu plus précisément de Lewis Hamilton et on va surtout faire une comparaison avec son coéquipier parce que la référence pour le moment c'est Charles Leclerc, c'est son coéquipier. Aujourd'hui, Lewis Hamilton, si je vous parle de son style un petit peu plus précisément, bon c'est pas une vidéo dédiée au style de Lewis Hamilton, d'ailleurs il y a peut-être une série qui sortira plus tard sur le style de chaque pilote parce que ça me semble très important d'analyser exactement quels sont les différences entre les pilotes. Si je vous parle du style de Lewis Hamilton, c'est très simple à comprendre. C'est un pilote qui part, depuis la nouvelle réglementation, beaucoup plus vers le sous-virage. Il va avoir tendance à élargir la trajectoire pour avoir la meilleure sortie possible. C'est un pilote qui va venir freiner très tardivement également. C'est un des pilotes qui freine le plus tard sur cette grille. Donc si vous pouvez constater que Lewis freine très tôt, c'est que forcément il y a un problème avec la voiture ou peut-être même un problème de confiance. Et troisième chose, et c'est selon moi sa plus grosse qualité, et c'est une qualité qu'on ne ressent pas énormément depuis ce début de saison, même si je trouve qu'elle est tout de même présente, c'est bien sûr son adaptabilité. C'est un pilote qui s'adapte très bien à n'importe quelle monoplace, mais il s'adapte bien quand il a la bonne voiture entre les mains. Là, en l'occurrence, on revient au problème du train arrière. Lewis Hamilton, dû à un arrière instable, n'arrive pas à avoir la meilleure maniabilité dans les virages, et ça, surtout dans les virages rapides. Là où il y a quand même certaines similitudes entre lui et son coéquipier dans les virages lents, c'est surtout dans les virages rapides que Lewis Hamilton n'y arrive pas du tout. Et c'est là où on ressent
que le septuple champion du monde a du mal à emmener la voiture jusqu'à la limite. Lewis Hamilton, il aime avoir une voiture stable en sortie. Quand l'arrière glisse, c'est tout de suite très compliqué d'être en totale confiance à la réaccélération. C'est tout de suite très difficile de pouvoir maintenir les pneus également dans la bonne fenêtre de température, puisque si tu te mets à patiner, eh ben, tes pneus vont surchauffer et ça va avoir un impact non négligeable sur ta course et surtout sur ton rythme de course. Donc tu vas te prendre une pilule par ton coéquipier, lui qui ne patine pas autant que toi. C'est là où, encore une fois, réside le plus gros problème, dans le train arrière de Lewis Hamilton, là où Charles Leclerc, qui instinctivement, par son expérience dans l'écurie, arrive systématiquement à pousser la monoplace jusqu'à la limite. Donc maintenant qu'on a vu cela, on va parler de data. Les data est le meilleur moyen de pouvoir exactement visualiser ce qui se passe avec Lewis Hamilton, enfin du moins entre Lewis Hamilton et la monoplace. On compare les temps autour de Lewis Hamilton en qualification par rapport à ceux de Charles Leclerc, on peut voir une nette différence. Donc, on commence directement par Bahreïn. Donc Bahreïn qui est un circuit plutôt lent, mais il y a une section qui est extrêmement rapide, surtout dans le deuxième secteur, vous savez, cette section en serpent avec l'enchaînement de virages. Si on regarde les temps autour, 1:30,175 pour Charles Leclerc, 1:30,772, donc plus d'une demi-seconde de retard sur son coéquipier. Et la demi-seconde, il la perd facilement dans le deuxième secteur. Et on peut le constater, voilà, juste ici. Voici où se situe le deuxième secteur à Bahreïn. Et là où on peut voir une énorme différence, c'est au niveau de l'accélérateur et au niveau du freinage. Vous pouvez le constater rien qu'à l'entrée de ce deuxième secteur, 99-97 de pourcentage d'accélération en faveur de Charles Leclerc. On va un petit peu plus loin, 98-92%. On va un petit peu plus loin, 97-83%. Systématiquement, sur la réaccélération, Charles Leclerc est plus rapide que Lewis Hamilton. Regardez, une demi-seconde pratiquement de perdu sur ce deuxième secteur. C'est juste énorme. On change de tracé, on va en Arabie Saoudite. Donc en Q3, Leclerc 1:27,670. Lewis Hamilton 1:28,201. Je vous prends le premier secteur à Jeddah, le secteur le plus rapide, encore une fois avec une succession de virages. Et là c'est totalement visible, hein. Regardez juste le premier freinage. Juste ici, Hamilton freine bien avant, il perd un temps assez considérable sur le freinage. Leclerc est largement au-dessus de Lewis Hamilton, il garde le plus de vitesse possible, ce qui montre qu'il s'en sort bien mieux avec ce train arrière. Et dernier circuit que je dois absolument vous montrer, le tracé de Suzuka, là où Charles Leclerc est parti nous chercher un temps de 1:27,299, Lewis Hamilton 1:27,610. Là où Lewis perd le plus de temps, c'est encore une fois dans ce premier secteur, dans la succession de virages rapides. Regardez juste la courbe blanche de Lewis Hamilton, vous avez vu à quel point elle descend, je vous mets des flèches, alors que Charles Leclerc lui est toujours en train d'appuyer sur l'accélérateur, hein. Et c'est là où se joue toute la différence entre les deux, et c'est tellement visible quand on regarde les datas qu'il y a un problème de confiance au niveau de Lewis Hamilton. Donc tant que Lewis Hamilton n'aura pas récupéré cette confiance, bien sûr que je ne le vois pas revenir au niveau pour le moment de Charles Leclerc. Et c'est pour cela que Charles Leclerc s'en sort bien mieux, c'est instinctif au niveau du pilote monégasque. On sent qu'il a beaucoup plus de facilité, on sent que même si il peut avoir peur de faire une erreur, il va tout de même le tenter. Alors que Lewis Hamilton va être beaucoup plus conservateur, va être un petit peu plus sur la défensive, que ce soit sur l'accélérateur ou sur le freinage. Et on est très très loin, et je préfère vous le dire, on est très très loin du Lewis Hamilton qu'on avait en 2020 ou en 2021, Lewis Hamilton qui était extrêmement sûr de lui, que ce soit dans les virages ou sur les freinages. Il y a une énorme différence entre ces deux pilotes. C'est le même pilote, hein, je pense que vous m'avez compris, mais c'est juste pour vous dire à quel point cette différence est flagrante aujourd'hui. Donc maintenant les amis, vous allez me dire, ok, mais c'est bien tout ça, mais c'est quoi la solution pour Lewis Hamilton? Eh bien, j'en vois plusieurs, il y en a certaines, c'est sur le court terme, d'autres sur le long terme. Déjà, celles sur le court terme et qui sont pour moi les plus intéressantes, c'est au niveau des évolutions. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, la nouvelle suspension arrière, le nouveau plancher qui devrait apporter plus de stabilité à l'arrière, qui pourrait aider Lewis Hamilton dans sa quête de comprendre cet SF25. Et également une autre solution, c'est celle de prendre plus de risques, mais c'est toujours très difficile pour un pilote d'aller au-delà de la limite, hein, et on peut le voir avec les pilotes qui sont en difficulté depuis ce début de saison, comme par exemple Lando Norris, lui aussi qui a de gros problèmes d'adaptation avec sa monoplace, malgré qu'il ait la meilleure monoplace. À chaque fois qu'il essaye de pousser la voiture au-delà de la limite, comme il avait l'habitude de le faire en 2024, eh bien c'est tout de suite beaucoup plus délicat. On a pu voir en qualification à Jeddah, donc prendre plus de risques et essayer d'aller à la limite avec la monoplace, et c'est un risque qui peut être pris, mais c'est un risque qui peut forcément te mener dans le mur ou dans les graviers. Donc attention, et je ne vois pas du tout Lewis Hamilton tenter ce genre de choses, enfin du moins pour le moment. Et la troisième solution, une solution qui est sur le long terme, mais une solution qui devrait fonctionner, hein, au fur et à mesure du temps, c'est bien sûr d'attendre 2026, de prendre cette saison comme une saison de transition. Mais au moins, il y a quelque chose dont je suis sûr, c'est que Lewis Hamilton reviendra au bout d'un moment. Il arrive à tout bien assembler avec la monoplace. Et ça, on l'a vu rien que l'année dernière chez Mercedes. Quand il arrive à tout bien faire avec la monoplace, quand il se sent à l'aise avec la monoplace,
On retrouve totalement le Lewis Hamilton qu'on connaissait. Il n'y a rien qu'à vous rappeler le Silverstone de l'année dernière ou même la Belgique l'année dernière. Un Lewis Hamilton éblouissant, un Lewis Hamilton qu'on sentait imbattable comme lors des années précédentes. Je pense qu'on peut retrouver ce Lewis Hamilton, mais il va falloir un petit peu plus de temps. En tout cas, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Ça me tenait à cœur de revenir tout de même sur Lewis Hamilton. Je trouve qu'en ce moment, il est très critiqué et c'est pour cela que j'avais envie d'en faire une vidéo parce que, selon moi, il fait du bon travail tout de même avec la monoplace qu'il a entre les mains. Aujourd'hui, Ferrari, c'est deuxième au classement constructeur. Alors peut-être qu'ils ne vont pas tenir à cette position, mais il faut se le dire, hein, on va pas se mentir. En début de saison, on ne les voyait pas du tout, mais du tout deuxième au classement constructeur. Donc cela prouve que malgré les lacunes de la monoplace, cela prouve la bonne régularité des pilotes. Et je ne parle pas seulement que de Charles Leclerc, puisque je trouve que Lewis Hamilton fait de l'excellent travail avec cette Ferrari, malgré tous les problèmes qu'il peut connaître avec cette monoplace. Donc en tout cas, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, voilà, un petit like, un petit abonnement. Je remercie chacune des personnes qui prendront 5 secondes pour le faire. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Passez un bon début de semaine et on se retrouve mercredi pour la preview du Grand Prix du Canada. Le Canada, en plus, c'est un circuit que Lewis Hamilton connaît très bien. Je vous en parle dès la semaine prochaine. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Salut tout le monde.